créer du contenu a permis que je me démarque vraiment dans mon métier en trichant de la meilleure des façons possibles. Est-ce que je m'y suis pris de façon pratique? Je vais vous raconter une petite histoire et c'est... Quand je parle du fait que créer du contenu a littéralement changé ma vie, on a tendance à croire que je parle de là très récemment quand j'ai pu quitter mon job et on a commencé à me voir un peu partout. Non, ça date de vraiment beaucoup plus longtemps que ça. YouTube a toujours eu une valeur particulière pour moi. Dans le sens où, pour moi, 10 vues sur YouTube, pour moi, ça vaut 1000 vues sur TikTok et ça vaut 100 vues sur Instagram. Et le fait que ma dernière vidéo sur YouTube ait fait 1000 vues en 24 heures, j'étais vraiment content parce que c'était la première fois depuis 2015 que je poste sur YouTube que ça arrivait. Oui, parce que l'histoire de faire des vidéos, si j'en fais depuis très longtemps. Et je pense que la dernière vidéo, la vidéo la plus vieille de moi qu'on puisse trouver sur Internet actuellement date de peut-être 2017. Mais je sais que quand je regarde la vidéo là, je faisais les vidéos depuis peut-être 2 ans même encore avant. Je pense que le fait de créer du contenu plutôt régulièrement durant toutes ces années-là a vraiment beaucoup influencé la personne que je suis maintenant. Déjà dans le sens où YouTube principalement et les réseaux sociaux sont devenus mon premier canal en fait d'acquisition d'informations, de formation, de knowledge. Aussi dans le sens où les relations personnelles que je me suis faites, quand on enlève le collège, la famille et la fac, la plupart des relations que je me suis faites après sont en majeure partie influencées par la création de contenu et par les réseaux. Et comme ça ne suffisait pas, créer du contenu durant toutes ces années-là m'a permis de me démarquer. Ouais, c'est même ça le thème. M'a permis de me démarquer tant sur ma vie personnelle que sur ma vie sociale. Et aussi, c'est l'un de mes plus gros éléments de démarcation dans ma vie professionnelle et en tant que créatif. Mais avant qu'on ne parle de ça dans les détails, il faut déjà que je vous explique un peu d'où tout ça a commencé. Déjà plus jeune, je n'ai jamais rêvé d'avoir une vie normale. Je m'étais toujours dit que je vais avoir une vie totalement différente des autres. Mais je n'ai jamais été vraiment intéressé par l'argent, les voyages, et ceci. Bref, la belle vie. Ouais, ce qu'on appelle la belle vie. Au contraire même, moi tout jeune, mon père me passait le temps à m'amener en brousse. Et j'ai grandi comme un petit villageois alors que je vivais en ville. Ce qui fait en sorte que moi j'étais plus attiré par ce genre de choses, genre aller au champ, aller au chantier, porter les ananas, défricher. C'était ça mon délire. Mais à côté de ça, je savais pertinemment qu'avoir une vie normale, c'était absolument pas ce que je voulais. Et maintenant on en arrive à la création de contenu comment? Il se trouve qu'à la fac, dans une de mes conneries, I was white. J'ai fait 10 jours à l'hôpital et je me retrouve incapacité pendant quoi? 1 mois. Vu que j'étais couché dans mon lit, c'est comme ça que je redécouvre vraiment YouTube. Et je découvre vraiment ce que c'est que les YouTubeurs, comment est-ce qu'ils font ci, comment est-ce qu'ils font ça. Et le truc directement clique pour moi. À l'époque, c'était l'âge d'or du YouTube français. Parce que tu avais les Norman Cyprien, le riz jaune commençait, tu avais qui? Sullivan Gouet, chez les nanas, tu avais Sananas. Mais ce qui était différent avec YouTube à l'époque, c'était que la barrière de pénétration à la création de contenu n'était pas aussi faible que aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait en fait que je peux utiliser mon téléphone. J'ai juste besoin d'utiliser mon téléphone. Et la technicité qu'il fallait même avoir pour pouvoir monter les vidéos, c'était quand tu parles de 2014, 2015, 2016, tu n'avais pas des trucs aussi simples que CapCut. Donc il fallait vraiment apprendre des logiciels de montage professionnels comme Premiere Pro, Final Cut et tout ça. Et moi à l'époque, je me dis, ma grosse passion c'est le MMA. Et à côté de ça, il y a YouTube. Maintenant, comment est-ce que je peux coupler les deux? Je vais faire mon MMA, mais si je fais mon MMA et que à côté de ça, je sais aussi faire des vidéos YouTube, ça va m'amener quelque part. En tout cas, ça va donner une certaine plus-value à ce que je suis en train de faire. Et c'est comme ça donc que pendant que je m'entraîne, on est en train de bâtir le club, l'association et tout avec les gars parce que ça même aussi, ça n'existait pas. De l'autre côté, j'apprends à faire les vidéos YouTube et je me dis que ça va me laisser quelque part. Vous deux, je vais divorcer, je vais mon fiancé. Mon pote Lionel est passé me rendre visite et on s'est mis à étudier les anciens clips de Bikutsi. Aïs le Duc était tout feu tout flamme. Et il est majestueux en fait. C'est même ça le thème. Ouais, la mère c'est très mode. Si tu veux dire quoi? Ça c'est le rail.
Ah ouais. Ça, c'est le rail. Là, ouais. Oui. Moi, c'est l'un des plus beaux clips. Quand tu regardes même la composition des shots, Ouais. les prises de vue, quand tu vois la mise en scène, le truc, En tout cas, c'est l'école de Mbec. c'est l'école de Mbec. Clips, c'est vraiment un masterclass. Les filmmakers qu'on doit faire, on fait, c'est pas moi, un podcast ou un truc comme ça. Les gars, on en parle. Reviens un peu, peut-être 10 secondes. Staff, là. Bien sûr, le staff. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. L'autre deuxième point où créer du contenu a une grosse influence sur ma vie, c'est sur mes relations avec les gens. Contrairement aux narratives actuelles où tout le monde veut parler en termes de ma communauté, mes followers, j'ai jamais vraiment vu ça comme ça en fait. Parce que moi, dans mon sens, c'était beaucoup plus voir les vraies personnes. Je sors dans mon chambre. J'ai toujours vu ça comme de vraies personnes avec qui je suis en contact. Et les premiers exemples où j'ai commencé à ressentir ça dès le tout début, et là je parle vraiment de 2015-2016, c'était du fait que quand je faisais mes pourries vidéos que je faisais avec mon frère, j'avais des camarades de classe que je n'avais pas vus depuis quoi, 2009, 2010, qui t'écrivaient 5 ans après pour te dire « Maskil, j'ai vu ta vidéo ». Et lorsque j'ai commencé alors à faire le vlog de façon sérieuse, là c'est parti à un autre niveau. J'avais maintenant accès à des gens que tu n'avais pas les croisés en route. J'ai le contenu que je créais et c'était maintenant ces personnes-là qui me cherchaient et on pouvait se rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai connu peut-être mon ami Dalik Black. Et au-delà même de créer du contenu, je continue à penser qu'Internet est un moyen d'entrer en contact avec des gens au-delà de la barrière de l'échelle sociale. Je pense que les gens ne comprennent même pas la puissance même de ce qu'ils ont entre les mains. Il y a des gens que dans la vraie vie, il n'y a aucune chance que tu vois là où il sèche ses habits. Mais j'ai les RS, tu peux vraiment le toucher, tu peux avoir accès à lui. Quand tu insultes telle star ou bien telle autre personnalité publique et que la personne, ça le pique jusqu'à ce qu'il réagisse, ça fait en sorte que le gars t'a remarqué. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi développer une stratégie, un plan pour que la personne te remarque positivement? Pourquoi est-ce que personne ne pense comme ça là? Parce que moi par exemple, c'était ça en fait, mon leitmotiv même lorsque je créais du contenu. Je savais que les plateformes n'avaient pas me payer. On est en 2017 ou en 2016. Pour moi, c'était beaucoup plus toucher les gens, faire en sorte que les gens me remarquent et derrière, ça tu étais ça ma stratégie et derrière, j'allais bénéficier soit d'un job, soit d'un pointage, soit de ceci, soit même seulement de la relation. J'ai mis la boîte de beurre sur le soleil pour que ça décongèle un peu. En dehors des relations humaines, ce que j'ai gagné en plus en créant du contenu pendant toutes ces années-là, ce sont les skills que j'ai pu perfectionner et ensuite professionnaliser pour en faire mon métier. Et c'était justement ça l'histoire parce que à cause de YouTube, je savais faire du montage vidéo. Et quand je me retrouve avec les gars de MMA, les autres s'entraînaient, moi je filmais avec mon téléphone. Je rentrais monter sur Premiere Pro et je faisais les rendus et c'est ça qu'on utilisait pour communiquer. Et après, en plus des vidéos, on a eu besoin de visuels. On voulait faire des affiches, quand on voulait communiquer sur ci, communiquer sur ça. C'est avec le même procédé aussi que je commence aussi à apprendre le design. Le design commence à s'affiner de plus en plus. Jusqu'à ce que je me retrouve en entreprise. Et enfin, créer du contenu a permis que je me démarque vraiment dans mon métier et que je me fasse un nom dans le milieu de la com en trichant de la meilleure des façons possible. Parce que le parcours normal pour, au moins c'est dans le métier de la com où je connais un peu, c'est que tu sors de l'école, tu te retrouves en train de travailler ci, là, et tu réalises de gros exploits. C'est comme ça que ton nom se retrouve dehors. Et là, tu as des gens comme les Tchetcheux, Patrick Épée, Claude, les Venant Pouemi. Ce sont en fait des noms que si tu es dans le milieu de la com, d'une façon ou d'une autre, même si tu l'as jamais vu, le nom est quand même passé à tes oreilles. C'est pas pour dire que j'ai réussi à m'élever à leur niveau, absolument pas. Mais ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai réussi à cheater le game à un tel point où, si tu es dans le monde de la com et du graphic design, soit tu connais quand même mon nom, soit tu as quand même déjà vu passer ma tête quelque part et tu ne sais même pas ce que je fais. C'est vrai que ça avait été planifié en amont, mais je pense que j'ai été le premier surpris de ce résultat-là. Il y a des gens qui ne sont pas censés être à ton niveau actuel, qui sont one step ahead, qui se tournent. Ah, c'est toi tel. Une petite histoire par exemple dans ce sens-là, c'est de l'époque où je suis encore à l'agence. On va à une réunion client. On va à une réunion client et là je parle vraiment d'un très gros client
Et j'arrive en tant que directeur artistique qui vient épauler juste l'équipe qui était là. Je fuyais l'ennui au bureau, je voulais sortir, je pars juste comme ça. On est avec le responsable comme de cette boîte-là et on va dans la salle de réunion. Et pendant que nous sommes en train d'aller dans la salle de réunion, on a un autre boss, un directeur aussi de l'autre côté qui se lève. Il fait, c'est ma star, l'autre, c'est le chat là. And that's when c'est à ce moment-là que j'ai vraiment percuté. Et c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois, c'est arrivé tellement souvent que des gens dont je n'estime pas encore vraiment être du même calibre me reconnaissent. Je pense que ça déjà c'est un haut fait. Comment est-ce que je m'y suis pris de façon pratique? Je vais vous raconter une petite histoire et c'est dessus qu'on va terminer la vidéo. Mais avant ça, like et abonne-toi quand même déjà, s'il te plaît. Moi ça m'aide. Non, j'attends que tu likes. Tu t'es aussi abonné? Ok, on peut continuer l'histoire. Nous sommes en 2020 en plein Covid. Je quitte de Yaoundé pour venir m'installer à Douala pour travailler à l'agence au 24. Je me trouve à travailler sur des marques dont je rêvais seulement. Je ne m'imaginais même pas me retrouver en train de travailler sur ce genre de marque-là. Et à côté de ça, j'ai un défi personnel et j'ai aussi le fait que moi, je ne sais pas faire le juste milieu. Quand je commence à travailler quelque part, ça devient ma vie. Ce qui en soi représentait un problème, vu que pour moi, l'objectif c'était vraiment de me bâtir une carrière. Et se bâtir une carrière, quelque part aussi, c'est d'abord de se faire un nom. Et sachant que je commençais vraiment j'étais vraiment en bas, et que moi, je n'avais pas le temps. Il fallait que j'aille très vite. Ma stratégie, donc, c'était de trouver un moyen de court-circuiter, en fait, l'échelle là. Parce que si je devais attendre de faire ci, faire ça, pour moi, ça allait être long. Je suis pressé comme ça à l'époque pourtant. Rappelez-vous que mes challenges sont que je n'ai pas fait l'école. Je débarque dans une nouvelle ville où je n'avais jamais fait plus de 2 semaines. Et je n'ai vraiment aucune attache professionnelle dans cette ville. La solution que j'ai trouvée à ce moment, c'était de créer beaucoup plus de contenu pour pouvoir exister en dehors de l'agence. Bon, on va pas dire en dehors, mais pour pouvoir exister à côté de l'agence. À l'époque, je suis beaucoup Gary Vaynerchuk et il avait sa phrase fétiche qui était « Document, don't create ». Et c'est comme ça que je commence à documenter certaines de mes journées au bureau. Et le truc génial que je fais à l'époque, c'est que je poste ces vidéos-là sur Twitter. La plateforme est vierge de vidéos parce qu'il n'y a pas de créateur de contenu là-bas. Et de deux, c'était l'endroit exact où trouver ma cible. Et aussi, c'est l'une des plateformes avec le plus haut potentiel de viralité. Et le résultat direct a été que lorsque tu parlais de l'agence au 24, tu voyais Jan Audrey, ensuite tu voyais moi. Et ça a beaucoup joué à mon avantage parce que ça m'a d'abord donné les billets très mal. Et de deux, beaucoup de personnes ont commencé à me prendre très au sérieux alors que je ressemble à un banganto, à Washer qui... Et aussi, il y a beaucoup de facilités que j'ai eues dans le métier grâce à ça. Ceci sans avoir 1000 followers.